Merci, Giuseppe, d'être ici avec nous. Donc aujourd'hui, on a un séminaire midi du CIRST. La forme que ça prend habituellement, c'est une petite présentation d'une trentaine de minutes, suivi de questions. On garde ça plutôt informel. J'en profite tout de même pour te présenter très rapidement. Giuseppe Bianco est titulaire d'un doctorat en philosophie que tu as obtenu dans le cadre d'une courte tutelle internationale entre l'Université Lille 3 et l'Université de Trieste. Une formation qu'il a complétée avec un postdoctorat à l'École normale supérieure en France. Il a travaillé de nombreuses années sur la philosophie française et s'est intéressé, entre autres, à la bioéthique et aux approches centrées sur le patient. Je ne dis pas n'importe quoi, c'est vrai? C'est vrai, ben, pour gagner du pain, en fait. Ben, il faut bien. Il a décroché en 2021, parlant de pain, une bourse Marie Curie pour son projet Interphile, dans le cadre duquel il analyse, on en parlera un peu, donc la construction de la discipline qu'est la philosophie, plus précisément entre 1900 et 1948. J'ai toujours les bonnes infos. Très bien. Un projet qui se fait en collaboration avec Pietro Daniel Omodeo. Giuseppe séjourne donc au CIRST, ici à l'UQAM, pour un peu plus d'un an, et à notre joie de tous, et à l'invitation plus particulière d'Yves Gingras, qui est ici avec nous aujourd'hui. Ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, à moins qu'il y ait eu un changement de titre, s'intitule Les foires au système, schéma récurrent dans les congrès internationaux de philosophie avant la Seconde Guerre mondiale. OK. Sans plus tarder, Merci beaucoup. voilà, les feux d'armes. Bon, alors, j'aurais voulu vous donner les résultats de ce que je fais ici, parce que, en fait, moi, j'ai travaillé pendant cette période plutôt sur la période du 19e siècle, donc celle qui précède la recherche, et aussi sur les données quantitatives, mais on n'est pas encore là pour des raisons effectivement, d'organisation et de chronologique. Voilà. Mais ce que je voudrais faire rapidement aujourd'hui, c'est juste vous parler de ce projet qui donc dure 3 ans. Là, je suis peut-être à mi-chemin, je dirais, et donner quelque part quels sont les points de repère pour comprendre ces congrès de philosophie. Donc, ça se passe entre 1900, tu l'as dit, et 1948. Je ne vais pas énumérer, mais il y en a 10 plus ou moins jusqu'au 48. Il y en a aussi aujourd'hui. Et donc, le projet se base aussi sur les actes de ces congrès qui augmentent à fur et à mesure que le temps passe. Évidemment, les derniers actes sont énormes. Pour étudier plusieurs choses, mais la première chose qui m'intéresse, c'est effectivement comment ce truc qui s'appelait philosophie devient une discipline académique, c'est-à-dire avec des chaires, progressivement des départements. Donc, les histoires de la philosophie des philosophes sont des histoires un peu de fiction parce qu'elles mettent ensemble des périodes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et considèrent la philosophie à la fois comme un savoir, une discipline. Voilà. Donc, mais moi, ça m'intéresse, c'est effectivement la légitimation par l'international qui fait si pendant cette période que la philosophie émerge différemment de la psychologie, la sociologie et puis des sciences naturelles comme discipline. Donc, je isolerai rapidement 3 traits importants de ces réunions, de ces congrès. Ce sont des traits épistémologiques d'organisation sociale de la recherche qui sont communs aux autres congrès scientifiques de l'époque, et aussi expliquer pour quelles raisons ces congrès font faillite. Alors, ils ne fonctionnent pas. Donc, la raison de dysfonctionnement. Première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est le fait que la philosophie, paradoxalement, est la dernière discipline, entre guillemets, disons la dernière spécialité, parce qu'elle n'est pas encore vraiment une discipline, que organisent des congrès. Donc ça, c'est aussi un peu contre-intuitif pour des historiens de la philosophie qui se disent bah, la philosophie a toujours existé, c'est la première, etc., etc. Et donc la raison pour laquelle elle se disciplinarise et elle organise des congrès plus tardivement, c'est dû au fait que finalement toutes les autres disciplines qui sont issues des sciences humaines, psychologie, sociologie, anthropologie, histoire et compagnie, se détachent, disons, du grand corps de savoir commun qu'on appelait philosophie, mais qui est savoir Wissenschaft en allemand, voilà. Et donc la philosophie essaye de quelque part quadriller ses frontières, se protéger des autres disciplines et se disciplinaire.
Donc, je disais que j'anticipais que ces congrès font quelque part faillite, dysfonctionnent, surtout si on prend en considération, je raconte très peu d'anecdotes, j'essaie de les limiter, mais par exemple, si on prend en considération les premiers discours qui se font à l'organisation du premier congrès, donc à Paris en 1900, au moment des expositions nationales, donc il y a un grand mandarin qui s'appelle Émile Boutroux, historien de la philosophie, philosophe, qui dit finalement la philosophie nous servira à réorganiser les sciences avec la collaboration de tous les philosophes. On va être capable de créer une espèce d'encyclopédie, une organisation des sciences. On va pouvoir communiquer entre nous. Et donc, Boutroux mais vraiment là, exagère, il dit ça va être, on va créer à travers la collaboration de tous ces savants un esprit universel. L'idée, c'est que les congrès doivent servir à la création de cet esprit universel à travers des savants de plusieurs pays qui sont capables aussi de réorganiser les sciences. Donc, évidemment, une ambition très exagérée. Donc, je disais trois traits importants, je dis schéma, mais enfin, on peut les appeler comme on veut, qui sont en commun avec les autres congrès. Comme je disais, les congrès commencent à s'organiser au début du 19e, mais les congrès scientifiques datent plutôt du milieu du 19e. Donc, premier trait, la tentative, je vais appeler comme ça, de standardiser les pratiques et rendre possible, optimiser quelque part les échanges de données. Ça se passe dans tous les congrès en général, congrès scientifiques. Il y a un lien entre les échanges de biens symboliques, d'informations, et les échanges de marchandises. Et le troisième aspect, évidemment, c'est un contexte conflictuel, marqué par des controverses, par des débats, par des mésententes. Donc, premier aspect, je nomme juste quelques détails qui pourraient corroborer la thèse que effectivement, il y a un lien entre échange de données et échange de marchandises et échange de biens symboliques. Donc, c'est à ce moment-là, et c'est pour cela que moi, je passais beaucoup de temps à étudier plutôt le 19e, donc avant les congrès, c'est à ce moment-là, vers la fin du 19e, le début du 20e, qu'apparaît par exemple des lexicographies philosophiques. Donc, les lexicographies sont des dispositifs qui servent à fixer le langage et donc évidemment à la création d'une discipline. Donc, lexicographie qui existait, évidemment, on peut penser au XVIIIe siècle, déjà sous la forme d'encyclopédies, mais c'était des encyclopédies du savoir en général, et non pas de cette discipline, pseudo-discipline, qui s'appelle philosophie. C'est à ce moment-là aussi que il y a des premières tentatives d'écrire des histoires de la philosophie collaborative et quelque part sous l'échelle européenne. Donc, évidemment, on ne prenait pas en considération ce qui se passait hors de l'Europe. Et enfin, troisième aspect, c'est donc lexicographie, histoire, et c'est aussi l'élaboration, la tentative d'élaborer un langage neutre, donc sous la forme de Espéranto, Ido, il y a plusieurs langues artificielles que notamment des philosophes, le premier philosophe français, Couturat, logicien, promu, c'est vraiment le promoteur de ces langues. Évidemment, ça ne marche pas, mais il y a vraiment la volonté d'apaiser les conflits, il y a un idéal internationaliste, pacifiste derrière la promotion de ces langues. Et donc, qui devrait servir effectivement à cela. Puis, je disais, échange de données et fixation de normes. Il y a aussi les premières tentatives de créer des bibliographies philosophiques annuelles. Donc, on cumule, on calcule combien on produit dans les différents pays. Mais on échange aussi, malgré les mésententes, les problèmes, des informations, des théories. Alors, plutôt que vraiment le contenu philosophique, c'est que souvent échangé, ce sont des théories qui ont à faire avec des autres disciplines. Donc, par exemple, un exemple, c'est Russell qui rencontre à Paris en 1900, premier congrès, rencontre où apprend l'existence des théories de Peano, de Cantor,
C'est aussi en 1911 que Bergson rencontre Langevin et donc se fait une idée de certaines théories qui sont liées à la théorie de la relativité. Donc, c'est cela qui a changé. Après, ensuite, il y a quelque chose de plus compliqué que moi j'ai appelé terme, style de problématisation, mais après, je ne sais pas quel autre type de définition on pourrait dire, mais c'est-à-dire que ce qui est changé dans des interactions face à face, donc vraiment quelque chose de nouveau pour l'époque, ce sont les manières ou les préjugés liés à la recherche, c'est-à-dire aussi les schémas disciplinaires, les hiérarchies disciplinaires, dans la manière dans laquelle on présente des théories philosophiques, il y a cela. Et donc, évidemment, cela, ça vient du système scolaire, de la division disciplinaire dans les différentes zones ou pays. Donc, je disais, le deuxième aspect, échange de marchandises et lié à échange de biens symboliques. Donc, ce n'est pas par hasard que très souvent les congrès internationaux se déroulent au moment des expositions universelles. Donc, je vais dire 1900 dans le cas de la philosophie, mais c'était déjà avant dans les congrès de psychologie, dans des autres congrès de statistiques, par exemple. Il y a toujours ce lien entre les marchandises et les biens symboliques. Ce qui crée d'ailleurs des scandales parmi les philosophes qui sont habitués aux choses de l'esprit, donc ils se scandalisent dès qu'ils voient vraiment ces congrès insérés dans des expositions universelles. Donc, par exemple, il y a un philosophe italien, Croce, connu pour son néo-idéalisme, donc c'est quelqu'un assez détaché de la réalité, disons, qui est scandalisé au deuxième colloque. Il dit les gens amènent, comme si c'était des marchandises quelconques, des idées qui vendent au marché. Coutura, que j'avais déjà mentionné tout à l'heure, donc Christian, avec cette fixette de la langue universelle, aussi parle de foire ou de déballage de système. Donc, chacun arrive, déverse ses théories, et comme on verra dans un instant, personne ne se comprend, pour à la fois promouvoir son groupe, promouvoir sa propre théorie. On verra dans un moment ce lieu de légitimation. Et le contact est direct si on regarde, par exemple, la présence, ce qu'on amène souvent au congrès, ce sont les livres qui sont publiés dans les pays. Donc, par exemple, les pauvres Français qui arrivent en 1908 à Heidelberg avec leur petit livre de la maison d'édition Alcan de philosophie, ils se retrouvent face à des centaines de livres d'une dizaine de maisons d'édition allemandes. Donc, ils se sont effectivement un peu en minorité et dominés, comme ils étaient dominés dans l'espace européen de circulation de biens philosophiques, en général scientifiques. Donc, j'avais dit finalement, peut-être l'aspect plus principal, c'est aussi un espace de lutte. Alors, il faut, encore une fois, se rappeler qu'est-ce que ça devait être pour ces gens d'arriver dans une salle avec 100, 200 autres personnes qui parlent 3, 4 langues, tandis qu'au XVIIIe siècle, les échanges étaient épistolaires, les gens, à la limite, allaient présenter un papier dans une académie savante, mais il n'y avait pas cet effet de groupe. Et donc, c'est qui aussi c'était des interactions face à face, mais très différentes de celles qu'on pourrait avoir dans une académie, de celles qu'on pourrait voir dans une soutenance de thèse, un rapport entre maître-élève. C'est quelque chose de nouveau et donc qui crée aussi, si on peut abuser d'une expression qu'on s'appelle de effervescence, effectivement, l'impression parfois enfin, les auditeurs sont impressionnés souvent par aussi l'apparence physique. Donc, par exemple, il y a des récits de l'impression qu'il fait Bergson avec sa voix devant des Italiens qui avaient juste lu les textes. Mais voilà, cet aspect de contact face à face et groupal, quelque part, on doit le prendre en considération pour ceux qui sont les conflits
et les controverses. Alors, les controverses à plusieurs échelles, entre des philosophes qui appartiennent au même champ national. Ça, c'est la base, même par réflexion, je vais y revenir dans un moment. Donc, les controverses sont pour la plupart à l'intérieur d'un champ national, même si elles utilisent des autres collègues étrangers comme quelque part excuse effectivement pour débattre les théories qui sont de savants d'un même champ national. Donc, même champ national, puis réseau de sociabilité, notamment cette année, j'ai passé pas mal de temps à faire toute la recension et voir les réseaux de toutes les revues. Donc, les revues ont vraiment un rôle principal dans la recherche dans une partie du 19e siècle. Donc, ce sont des clusters qui se forment autour des revues. En France, c'est la revue de métaphysique et de morale, la revue de philosophie, il y en a peu, mais par exemple, en Allemagne, il y a une multiplicité, une dizaine déjà en 1900. Et aussi des conflits entre des disciplines, parce que souvent dans des congrès de philosophie, on se retrouve aussi des contributeurs, finalement, on pourrait classer comme des sociologues, des psychologues et souvent aussi des mathématiciens, des physiciens. Et donc la philosophie, par exemple, selon les idées qu'on se fait dans les différents champs nationaux, doit contrebattre ou essayer de périmétrer son espace, Bachelard veille aux frontières épistémologiques, mais pour contraster effectivement l'ingérence d'autres disciplines. Ils sont hiérarchisés de manière différente selon les systèmes éducatifs et les champs nationaux. Je disais que donc, les conflits sont surtout nationaux. On pourrait prendre un exemple, je fais juste des noms, mais ce n'est pas important. Federico Henriques, qui est un mathématicien et philosophe savant italien, donc qui crée une revue qui s'appelle Scientia, et très souvent dans ses congrès, parce que son but, c'est de se légitimer son groupe face à ses collègues italiens et face à ses adversaires, notamment ces néo-idéalistes, surtout de l'école de Naples, qui essayent de monopoliser l'attention dans ce moment très délicat qui est le début du siècle d'une nation, enfin, dans un état très récent comme l'Italie. Ensuite, ce sont aussi les sociétés ou les groupes nationaux qui trouvent une légitimation dans les congrès. Par exemple, ce qui est très curieux et peut-être contre-intuitif toujours pour des historiens de la philosophie, c'est que, par exemple, la Société française de philosophie ne précède pas l'organisation des congrès, mais bien elle est postérieure. C'est comme si un petit groupe, groupe d'une revue, cherchait la légitimation à la fois des collègues, mais surtout face au pouvoir pour affirmer effectivement la philosophie importante, regarder le congrès, etc. Et donc, oui, voilà, c'est l'affirmation de la philosophie comme discipline face au pouvoir. Et ça se fait aussi grâce et à travers des rites. Quelque part, il y a toujours, comme dans des autres congrès, il y a l'excursion au lac de je ne sais pas quoi, la réception où chacun, moi je vais regarder dans les premiers actes qui marquent si la présence des familiaux, il y a par exemple Flournoy, un psychologue suisse qui amène ses 3 filles, sa femme, son cousin, tous à dîner. Donc il y a des côtés évidemment de légitimation extra scientifique. Et donc, bon, il y a effectivement, au-delà de cet aspect de conflit à l'intérieur d'une nation, il y a aussi des conflits entre des savants de plusieurs origines sur une échelle nationale, notamment dans un moment qu'on s'approche à 1914, dans un contexte qui est celui de la montée des nationalismes. Si on regarde les histoires de la philosophie, par exemple, le terme philosophie française, philosophie allemande n'existe que vers la fin du 19e siècle, ce qui veut dire qu'effectivement, cette idée critiquée ou analysée par les sociologues de la
tradition nationale était importante en ce moment. Donc, dysfonctionnement, très rapidement, 10 minutes, 12. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai regardé un peu la littérature, c'est-à-dire les comptes rendus de ces événements écrits par les gens qui étaient là. Sur la presse, il y a presque rien, ce qui donne un peu l'impression que tout le monde personne n'était intéressé par la philo hors du champ, enfin hors des savants. Et donc, il y a des comptes rendus de philosophes, enfin de savants, qui parfois sont très drôles. Et donc, les premiers deux congrès, 1900-1904, à Paris et à Genève, sont une réussite. Sur les revues allemandes, les Allemands disent c'est pas mal. Les Français, par contre, ils sont extrêmement enthousiastes. Ils disent qu'il y a une espèce d'unanimité des positions, il y a une espèce de doctrine pluraliste. Alors, les banalités, évidemment, se multiplient. Doctrine pluraliste, lecture des sciences, blablabla. Et comment ça se fait qu'ils ont cette impression que ça marche? Donc, évidemment, il y avait 80% des gens, j'attends encore les données quantitatives plus précises, mais il y a 80% des gens aux deux congrès qui parlent français. Donc, par exemple, dans le premier, on doit attendre 3 jours avant que en allemand monte sur leur stade, et avant, c'est une espèce de écho des discussions qui se passaient au dîner de la revue de métaphysique et morale, où finalement tout le monde se connaissait, plus ou moins, ils connaissaient les collègues belges, les collègues suisses, donc tout le monde était content. Et les Allemands les peu d'Allemands étaient un peu assistés, les peu d'Allemands, un peu d'Italiens et les peu d'Anglais. Autre raison pour la réussite, selon moi, c'est que les premiers deux congrès ont une grosse partie qui est consacrée à des discussions sur les fondamentaux de la mathématique. Il y a beaucoup de mathématiciens, de toute manière, et la gestion de la controverse dans une science formelle comme la mathématique est quelque part, je pense, beaucoup plus facile que la rhétorique qui est utilisée par les philosophes. Donc, ce grand rêve de conscience universelle, de discussion, de tentative encyclopédique internationale de gérer, réorganiser les sciences s'effrite. Ça ne marche pas, ça commence à ne pas marcher. En 1908, donc troisième congrès qui se passe à Heidelberg, organisé par le grand philosophe néo-kantien Windelband. Et donc, dans ce congrès, 50% des communications sont en allemand, 30% en français, et après, il y a le reste des langues. Et là, ça ne marche pas. Donc, il y a trop de gens, c'est mal organisé. La plupart des Français ne comprennent pas l'allemand. Il faut savoir qu'effectivement, au XVIIIe siècle, le français était une lingua franca de communication scientifique. À l'Académie de Berlin, on parlait français. Les Allemands, donc, parlaient français, mais les Français étaient assez ignorants. Donc, il faudrait regarder les livres de Michel Espagne sur les premiers maîtres de langue en France. C'est quelque chose qui commence vers la fin du 19e siècle. Donc, ça ne marche pas. Ensuite, dans les comptes rendus, souvent, on reproche le fait, ça c'est intéressant aussi, qu'il n'y a pas de chef d'école allemand. Outre que Windelband, exemple, Wundt n'est pas là. Et à mon avis, c'est un symptôme, effectivement, de le désintérêt des Allemands pour la légitimation internationale. C'est-à-dire que la philosophie allemande était tant exportée et discutée hors de l'Allemagne. Il y avait quand même une conflictualité qui tenait ensemble la fédération, enfin l'Allemagne, et donc il n'y avait pas besoin finalement de faire les beaux devant les Français, devant les Italiens, devant les Anglais. Donc, en lisant les comptes rendus, c'est marrant, notamment un savant intéressant qui appellerait, qui était historien des sciences, proche de la revue de synthèse, donc quelqu'un de très intéressé par les questions d'organisation
de la science et des échanges scientifiques. Et donc, lui dit, finalement, le système congrès ne marche pas. Ne marche pas pour plusieurs raisons. Il faudrait aussi évoquer comment le congrès de Heidelberg, débarque beaucoup d'Américains, c'est le moment de montée, de succès du pragmatisme, et les Allemands, plus ou moins, les détestent, et ils parlent de eux comme un bluff américain, peut-être quelque part à raison, et de rixes de rue. Donc, ils disent, il y a 300 philosophes dans une même ville, ça ne peut que péter, ça ne marche pas. Et donc, c'est intéressant à lire les comptes rendus de Abel Ray, des trois premiers, notamment de celui de Heidelberg. Il dit le système congrès ne marche pas. Donc, qu'est-ce que le système congrès? En isolant quelques traits, c'est le premier, donc, des traits qui sont similaires, enfin, existent encore aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais aller me faire à Ménuyer à Rome, où il y a, je sais pas, le 22e, 23e congrès de philosophie, mais donc ils acceptent tout. Donc le premier, c'est on peut choisir n'importe quel sujet et envoyer, certes, après, la communication est casée dans certaines panels, comme on dit en anglais, mais il y a un libre choix et l'acceptation, deuxième trait, de toutes les communications. Et troisième aspect, c'est la langue. On peut communiquer au moins en 10, 12 langues différentes. Donc évidemment, le rêve de Coutura et d'autres d'imposer une langue universelle, ça ne marche pas. Chacun arrive, déballe son système, parle sa langue, et surtout, il n'y a pas de temps. Donc, ce qui montre, quelque part, différemment, par exemple, au premier congrès de statistique, dont le pionnier était Quetelet en Belgique, qui avait beaucoup réfléchi sur la forme de congrès et qui n'avait renoncé, les philosophes n'y pensent pas. Ils ne pensent pas trop, sont assez optimistes et assez naïfs. Et aussi le temps. Donc, notre anecdote, il y a un échange, donc, quatrième congrès à Bologne, 1911, un échange très bizarre donc, entre ce Benedetto Croce, philosophe néo-idéaliste italien, et Durkheim, qui est là à poser sa communication sur les normes. Et Durkheim pose une question, et Croce dit « Ah, j'aurais besoin de plus de temps pour vous répondre. » Donc, il n'y a pas de temps. Les communications succèdent et il n'y a pas de temps. Et donc, dans les comptes rendus, non seulement de celui de Abel Ray qui est assez sec, il y a d'autres qui sont plutôt comment dire, colorés. Tout le monde exprime quelque part une méfiance par rapport à ce type d'organisation de l'échange de l'information. On dit, par exemple, Alexandre, c'est un philosophe français de deuxième gamme, donc il dit que dans les congrès, on ne peut pas parler de cénacle de spécialistes, on peut vraiment élaborer une réflexion critique et scientifique, et il n'y a pas d'harmonie quelque part possible devant cette espèce voilà, de foire ou déballage des systèmes. Et donc, oui, ce qui est intéressant, regarder encore une fois la perspective d'Abel Ray, lui, il utilise encore l'expression similaire à celle utilisée à Coutura. Donc, il parle de foire aux idées et il dit effectivement qu'il pourrait y avoir deux formes de congrès. Donc, le congrès, c'est lui qui l'utilise. La première fois, après, ça a été abusé ce terme congrès fabrique, c'est-à-dire où finalement la recherche se fait. Et d'autre part, il y a le congrès exposition. Et donc, tous ces expressions, foire aux idées, déballage de système, etc., montrent quelque part l'ambiguïté de la forme congrès, mais notamment de la forme congrès en philosophie pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire une forme instable entre une rencontre d'une société savante, une exposition universelle où on montre ses produits, un réseau intellectuel de pairs, quelque part, et d'autre part, un réseau marchand, une collaboration pour atteindre des résultats et une compétition. Et donc, c'est vraiment propre au congrès philosophique, encore plus que
d'autres, d'avoir tous ces aspects contradictoires. Donc là, je termine rapidement, comme ça, je vais vous donner juste quelques points de repère. Ce qui est curieux en examinant le dernier, intéressant, en examinant le dernier ou les derniers congrès avant la Première Guerre et avant la Deuxième Guerre, c'est que, effectivement, en ce moment-là, monte aussi, et à la mode, augmente cette tendance à nationaliser, j'aurais pris une expression de quelqu'un d'autre, mais nationaliser l'universel, c'est-à-dire non seulement, effectivement, soutenir l'échange international, se dire qu'on doit tous ensemble arriver à une entente et en collaborant à la vérité ou à l'amélioration de la recherche, mais il y a l'idée que finalement, une tradition nationale, il faudrait discuter sur cette expression, mais disons, des penseurs qui appartiennent à un espace national sont plus universels ou mieux que les autres. Par exemple, si on regarde en s'approchant de la Première Guerre, même les débats et les travaux présentés, les savants viennent au Congrès avec des communications sur des penseurs, des philosophes de leur espace national en disant ils sont très bien, Descartes vaut plus que Kant, ou je ne sais pas, Fichte vaut plus que Mendebéan. Voilà. Donc il y a une tendance à nationaliser l'universel. Et donc cette tendance évidemment, fait débat. Si on regarde les années de la guerre 14-18, mais après, on s'approche aussi au moment de la Deuxième Guerre, à la fin des années 30, on voit les philosophes nationaux s'engager dans des pamphlets qui sont à la fois ou des traités semi-savants, semi-pamphlets, qui font partie à la fois d'une propagande nationale, une propagande de guerre. Donc, pendant 14-18, il y a plusieurs pamphlets, puis plusieurs appels signés par notamment des philosophes allemands en Allemagne, français en France. Je ne sais pas si, par exemple, les discours de guerre de Bergson sont particulièrement sont connus et particulièrement minables, mais on voit effectivement comment dans la science ou dans la recherche, en philosophie au moins, il y a ces tentatives de nationaliser l'universel, et bien, c'est eux les barbares, c'est nous la tradition qui compte, qui est plus universelle que les autres. Voilà. Merci beaucoup. On va y aller simplement pour la période de questions. S'il y a des gens en ligne qui veulent prendre la parole, ouvrir le micro et poser des questions simplement. Sinon, j'en ai aussi une. Moi, j'ai des questions, bien sûr. La première qui m'intéresse, c'est les entrepreneurs de construction de ces congrès-là. On comprend qu'en 1900, bon, c'est l'exposition universelle de Paris, donc tout le monde se dit, ben, quand même l'expo universelle, je pense par exemple le contexte du discours de Couturat, ça veut dire l'expo universelle, esprit universel, il fait aller la rhétorique, c'est typique. Mais est-ce qu'il n'y a pas autour, justement, tu prends tous les congrès? Le deuxième, il était, tu as parlé du troisième? Genève, c'est Heidelberg. Et donc, ça explique que les Français étaient dominés, puis ensuite les Allemands. Mais ce groupe-là, là, qui continue d'organiser ça, ma question, c'est est-ce que ça ne crée pas justement un sous-groupe d'entrepreneurs qui, bon, parce que c'est l'organisation, cette affaire-là. Là. Parce qu'effectivement, comme tu dis, contrairement à un congrès de psycho, par exemple, tu disais Wundt, il n'y est pas allé, mais Wundt était déplacé un peu vers la psychologie, c'est le même Wundt. Bien sûr, bien sûr. Donc, lui, il s'est dit, je ne veux pas d'un colloque de philo, dans un colloque de psycho. Et aussi, donc, c'est qui ces gens-là qui organisent ça? Ça lui permet de la circulation. Il y a une forme d'auto-entrepreneur. Si tu dis, j'organise un congrès international, tu es en train de dire que c'est toi qui est au cœur du champ. Tu vois? C'est ça qu'il faut savoir. C'est qui ces acteurs-là? Ben, c'est une bonne question. Comme toute bonne question, je ne vais pas creuser, mais je peux donner des éléments. Alors, évidemment, le cluster le principal en France, c'est celui de la revue de métaphysique et de morale. Et donc, il y a deux entrepreneurs, Xavier Léon et Halévy. Je pense que c'est Halévy qui vient d'une famille de banquiers
et qui est agrégé de philosophie, a fait une thèse de philosophie, mais ne fait pas, n'enseigne pas la philosophie ni dans le secondaire ni à l'université. Et donc, il crache le pognon pour financer la revue. Donc, la revue avance quelque part. Ensuite, ça se branche avec Alcan, qui est l'éditeur de philosophie qui sera substitué par les presses universités françaises. Et donc, je pense que c'est à la fois une promotion de sa propre figure, de la revue, et une manière de promouvoir le cluster des gens qui sont à la revue de métaphysique et morale. Alors, l'âge est aussi un facteur important, d'où le fait que j'attends les propriétés des acteurs de Gisela. C'est-à-dire que ces gens qui gravitent autour de la revue de métaphysique et morale, c'est des jeunes, c'est des gens qui ont 35, enfin, jeunes relativement, 35, 40 ans. Et même si maintenant, surtout pour les historiens de la philosophie, c'est des grands penseurs, Braunschweig, Bergson de manière plutôt périphérique, c'est des gens qui enseignaient au lycée. Et donc, pour eux, ça se fait, je pense, aujourd'hui aussi. Je pense de l'avoir fait aussi quand j'étais précaire. On organise un colloque. On se dit, on va se mettre en avant devant des gens qu'on pourrait te donner un job. Voilà. Donc, les entrepreneurs, c'est de ce genre. Mais après, il faudrait voir dans les autres pays. En Allemagne, j'ai l'impression, étant donné qu'il y a quand même comment dire, j'utilise des expressions qui ne sont pas scientifiques, mais culture mandarinale, les assistants, tout ça. Par exemple, à Heidelberg, il y a Windelband qui est la personne principale, mais c'est son assistant qui s'occupe de cela. Et tandis que à Paris, il y a juste Boutroux, ce vieux mandrin, mais c'était quand même un groupe assez grand qui s'occupe de ça. Après, l'entre-deux-guerres, c'est une situation différente parce que l'organisation des congrès insère dans l'Institut des sociétés des nations, qui est l'Institut de coopération intellectuelle. Donc, il crée un institut, je pense, dans les années 34 à Prague, qui s'appelle l'Institut de collaboration philosophique, qui organise encore les congrès, qui est lié à la Société des Nations. Et là, on voit effectivement qu'il doit y avoir une compétition effectivement entre des nations. C'est-à-dire que les Français vont à Prague, la Tchécoslovaquie est devenue indépendante, ils essaient d'attirer dans la zone d'influence les pays qui faisaient partie de l'Austro-Hongrie. Bon, voilà. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à décortiquer pour revenir à ta question. L'association internationale, ça existe, l'Association internationale de philo. Maintenant, ça s'appelle, alors, c'est Institut de collaboration philosophique. Ça s'appelle comme ça. Ça s'est écrit après le 1900 ou avant? C'est créé en 1934. Donc, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard, oui, parce que vraiment les Français ont la main mise jusqu'à la Première Guerre. Après, ça pète, évidemment, pour plusieurs raisons. Les Américains ont une certaine importance, mais les Allemands se disparaissent de manière progressive de la scène. D'autant plus après 1934, on a des communications. Très peu d'Allemands vont à Paris et vont à Prague, mais vraiment les communications commencent par salutations hitlériennes, revendication du relativisme, de la supériorité de la vérité allemande sur les autres. Mais oui, l'association internationale émerge en 1934, donc l'organisme international. Du coup, c'est branché à la Société des Nations, et c'est le moment aussi où la philosophie commence à avoir une espèce de vocation de diplomatie intellectuelle, que l'UNESCO, après 1948, essaiera de s'en approprier et dire c'est un instrument de diplomatie, la philosophie. Évidemment, ça dure 5 ans, après, il laisse tomber. Il se rend compte que ça sert plutôt à rien. Quelqu'un a levé la main en ligne. Norbert, si vous voulez bien ouvrir votre micro, vous pouvez Oui, prendre la parole. vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on va juste monter le volume un tout petit peu, mais on vous entend. D'accord. Ça marche comme Sur ça? votre caméra, si vous voulez aussi. Oui, pardon, excusez-moi, oui. Comme ça, vous me voyez. Voilà.
Merci beaucoup pour cet exposé. Je me suis enregistré pour suivre en distance là, de Strasbourg parce que j'ai écrit un livre sur les congrès internationaux en mathématiques. Et il me semble, donc je sais pas, c'est une question ou c'est peut-être aussi un conseil, il me semble intéressant si l'on étudie les congrès internationaux dans une discipline donnée, de comparer avec d'autres disciplines. Donc, dans mon livre, j'ai de temps à autre regardé quels sont les parallèles entre ce qui se passe dans le congrès international de mathématiques et histoire. J'ai fait exprès pour ne pas prendre astronomie, qui a d'autres automatismes à cause des expériences, des observations qu'il faut faire à différents endroits, dans différents pays, etc., où l'internationalisme se propose déjà pratiquement. Donc j'ai comparé mathématiques et histoire. Et il y a un parallélisme absolument étonnant. On découvre que ça commence en même temps et ça progresse essentiellement dans le même rythme. Il y a des petites différences. Et c'est une fois qu'on a mis ça devant soi et on commence à comparer, on apprend beaucoup de la discipline qui, qui nous intéresse spécialement. Donc, par exemple, vous avez commencé l'exposé en disant, bon, c'est la professionnalisation. Oui, mais la professionnalisation, au moins en Allemagne et en philosophie, remonte au milieu du 19e siècle, exactement comme dans les domaines comme les mathématiques. Et puis, le début, le premier congrès en 1900 à Paris, le premier congrès des matheux, c'est en 97. Donc, donc c'est, disons, c'est essentiellement parallèle. Il y a une grande vague d'internationalisation, d'initiatives internationales. Et bon, je pense que c'est intéressant de garder ça. Et aussi, vous avez parlé de l'idée d'avoir une langue universelle. C'est exactement pareil dans les premiers congrès, jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais pas après, des mathématiciens. Exactement le même phénomène, exactement les mêmes opinions prononcées, mais auxquelles on ne donne pas suite parce que ça ne marche pas. Euh, et d'après, enfin, moi, je ne connais pas très bien, je m'excuse, l'histoire des congrès internationaux de philosophie, mais d'après ce que vous avez indiqué, il me semble la première grande différence entre ce qui se passe en maths, en histoire et aussi dans beaucoup d'autres domaines d'une part, et la philosophie de l'autre, c'est après la Première Guerre mondiale, c'est dans les années 1920. Parce que là, il y a beaucoup d'activités dans les autres domaines, évidemment avec le boycott de la science allemande, etc., qui se relâche seulement à la fin des années 20. Mais donc là, il faudrait regarder un peu. Un autre congrès que vous n'avez c'est juste une question de détail, je m'arrête tout de suite, je ne veux pas prendre trop de temps, que vous n'avez pas mentionné et je me demande quelle est la relation entre ce congrès et les congrès internationaux. C'est le congrès de 1937 sur Descartes à Paris, qui est vraiment un grand congrès international où toutes sortes de questions mathématiques, philosophiques sont discutées, mais qui ne s'insèrent peut-être pas dans la série des congrès internationaux organisés par l'Institut international. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas où vous regardez, je vous regarde là, mais Oui, je regarde hors de la je fenêtre. vous vois. Mais merci beaucoup pour la suggestion. Je vais lire votre livre. Alors, le problème que j'ai, c'est que je suis quelqu'un de très curieux et je me perds. Donc, je lis ou je parcours une infinité, enfin, beaucoup de choses. Et après, c'est aussi le plaisir d'avoir du temps, avoir 3 ans, enfin, 1 an et demi devant moi. Donc, je lis, j'essaye, il faut que je construise mon objet. Voilà. Et donc, les autres congrès sont au centre de mon intérêt, surtout leur chronologie et aussi la manière dans laquelle certains des personnes qui parlent dans un congrès parlent aussi dans un autre. Donc, le congrès de mathématiques de 1900, évidemment, c'est celui qui assure la circulation entre philosophie et mathématiques. Et je pense que les matheux étaient sensibles aussi à la langue universelle, un peu comme les philosophes, parce que c'est
la mathématique, d'abord, c'est une discipline formelle, donc il n'y a pas d'empirique quelque part, et les philosophes ont cette idée que quand même leur discours, c'est un discours a priori. Et donc, ils sont très concentrés, on s'intéresse beaucoup aux langues universelles. Il y a même des congrès congrès internationaux sur les langues universelles. Donc, on discute, est-ce que le Ido est mieux que l'espéranto? Il y a des centaines de langues artificielles. Donc, c'est très drôle que cela se passe de cette manière, mais c'est effectivement, oui, les formes, enfin, les schémas récurrents, je vais dire mal dit, sont communs aux plusieurs congrès. Alors, ce qui m'intéresse aussi, ça c'est plutôt parce que j'essaie de montrer de quelle manière les philosophes essaient de créer, enfin, légitimer une discipline. Après, je vais revenir sur les dates. C'est le fait qu'ils acceptent, enfin, à la fois qui se proposent comme orateurs et ceux qui acceptent. Donc, alors, on peut voir, il y a des mathématiciens, parfois il y a des gens qui sont formés dans les sciences naturelles, mais qui ont des discours de haute généralité, je dirais philosophique, mais ça disparaît petit à petit. Ce qui est intéressant aussi, de quelle manière ces gens sont mis sur les bords de la discipline, où ils sont plus intéressés à aller entendre, je sais pas, un professeur de lycée faire un exposé sur Mendebien. Ben, je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Donc, c'est ça, les attributs, c'est pour comprendre effectivement qui était là, pour quelles raisons, etc., etc. Pour venir évidemment, je n'ai pas répondu à... Si c'est des bonnes questions, ça veut dire que ça me donne à travailler. Donc, je n'ai pas répondu tout à fait à vos remarques, mais Congrès Descartes de 1937, oui, absolument organisé par le même comité en fait, il est franco-suédois. C'est un type qui s'appelle Ake Petzal, qui était importateur des théories, enfin, disons, des écrits de la soi-disant cercle de Vienne dans les pays nordiques. Mais en Suède, il y avait une tradition néo-kantienne, donc je pense que c'était un peu un diplomate et par deux Français. Donc dans ce congrès, évidemment, il y a un tas d'interventions et de volumes. Je pense que ça fait 7 volumes ou 4 volumes. Et c'est un congrès très important. Je n'ai pas parlé parce qu'évidemment, il faudrait parler 10 heures et je veux vous sauver de ça. Il faudrait voir aussi comment, pendant ce congrès, il y a encore la présence des membres de l'école de Vienne. Et ce que je vais devoir faire, c'est un peu essayer de comparer ce type ces congrès avec les congrès organisés de manière indépendante par le cercle de Vienne et la tentative de créer cette encyclopédie scientifique universelle et voir de quelle manière il y a des gens qui transitent d'un côté et de l'autre. Donc, évidemment, le dernier congrès que je vais prendre en question, c'est 1948. Et il est intéressant parce que j'avais commencé à regarder les comptes rendus. Les Américains qui s'y rendent ne comprennent absolument rien et ils sont outrés par des congrès, expositions des idées farfelues continentales, on dirait aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment le moment, c'est pas au centre de mon intérêt faire encore une fois une histoire de la bifurcation analytique et continentale, mais on voit effectivement que déjà à Prague en 1934, ensuite en 1937, il y a un éloignement. Et donc, ce qui m'intéresse, après j'arrête, je passe du coq à l'âne, ce qui m'intéresse, c'est aussi, ce sont les styles nationaux, c'est-à-dire les styles nationaux où les traditions scolaires font si que les gens amènent dans leur sac à dos de philosophes d'éthique, des hiérarchies disciplinaires, de manières de faire, et qui font si aussi que les gens ne se comprennent pas. Et donc, par exemple, la philosophie aujourd'hui analytique ou le positivisme logique de l'école de Vienne est le résultat d'une tradition qui commence bien avant avec Brentano, avec le refus du discours transcendantal post-kantien. Et donc, dans les congrès, il y a ça aussi qui se passe. Les gens ne se comprennent pas, ils ne savent pas pourquoi ils ne se comprennent pas, ou ils savent un peu, et ils amènent avec eux tout l'inconscient disciplinaire, toute leur formation, toute la manière dans laquelle
hiérarchise les objets. Par exemple, la question du psychologisme qui commence aux années 1870 entre l'Allemagne et l'Autriche, et ça touche aussi la France, et un corps au centre, c'est-à-dire un Français, soit il présente un papier de psychologie au congrès de psychologie que Ribot organise aussi un peu avant les congrès de... soit il se tait, soit il a un propos que j'appelle discours transcendantal, quelque part. Le psychologisme est inacceptable en France comme il est en Allemagne. Tandis que pour des gens comme Schlick, Neurath, etc., et tous les psychologues expérimentaux autrichiens, c'est pas un problème d'avoir un propos psychologiste. Merci en tout cas. Comment ça s'appelle votre livre? Merci beaucoup. Framing Global Mathematics. On peut le downloader sur le site du Springer. Voilà. Ok, super. Merci Framing beaucoup. Global. Donc, merci beaucoup et je me réjouis d'avance de lire les travaux qui résulteront de vos travaux. Merci. Je t'amènerai à réfléchir sur un affaire auquel on réfléchit de plus en plus. Toi, je viens de terminer de lire une thèse qui pose aussi cette question-là. C'est la question des tentatives de création de champs internationaux globaux. La question d'un congrès international. C'est pas des espaces, parce que c'est la notion qu'utilise. Champ, c'est pareil. Chez Bourdieu, il parle d'espace, mais champ, ça veut dire que c'est un espace structuré, c'est un espace, mais on peut oublier. Si on dit juste espace, on ne dit pas ce qui est structuré. Un champ, c'est juste défini espace structuré, ça n'a aucune importance. Comme tu dis, on l'appelle comme on veut, mais il y a là des rapports de force, il y a des structures. Or, on connaît bien la construction des champs nationaux. Comme tu dis, au fond, les Français qui allaient là, ils continuent à battre de leurs affaires locales. Parce qu'il y a la contrainte de la langue et il y a aussi la contrainte des objets. Surtout que, par exemple, dans le cas des Français, ça devait être surtout, là, je le pose comme question, parce que c'est toi qui as la réponse, mais ça devait être surtout quand on dit congrès de philosophie, ça devait être beaucoup histoire de la philosophie, parce qu'on aussi dans la tradition française, alors que dans la tradition allemande aussi, ouais. Analytique américaine, la philo, c'est pas l'histoire de la philo, c'est la réflexion conceptuelle au sens analytique du terme, donc c'est une réflexion soit sur le langage, mais c'est pas une histoire de la philo. Sur les théories. Donc ça rend encore plus difficile. Donc cette tentative est-ce qu'il existe cet espace-là, où au fond, ceux qui tentent de le créer, ça c'est une hypothèse que je travaille un peu justement, que je vais soumettre à l'étudiant qui a fait sa thèse sur le champ, c'est que souvent, et tu l'as bien dit, ce soi-disant champ international, quand les gens y vont, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas grand-chose à dire, donc ils s'en servent au niveau local. Ils vont dire, hey, je l'ai fait quand même au Congrès mondial, tu t'attends, et j'ai débattu, blablabla. Donc, c'est quoi le statut? Est-ce qu'ils ont réussi à le créer ou si on faisait une étude même bibliométrique, on reconstruirait au fond des champs essentiellement nationaux? Parce qu'on voit que dans les colloques dont tu as parlé, ben, c'est pas compliqué. Quand ils sont en Allemagne, ben, la moitié des conférences sont en allemand parce que le monde ne se déplaceront pas trop loin. Quand c'est en France ou en Suisse, ben, les trois quarts te disent en français. Et quand les gens sont de moins en moins multilingues, donc ce congrès mondial, est-ce qu'il a été continu à tous les 2 ans ou il y a eu des fluctuations où il y en a qui ont abandonné parce que si tu n'as plus d'entrepreneurs, ça va s'effondrer. Donc, est-ce que la fréquence a été constante? Les gens se transféraient l'expérience accumulée pour créer ce soi-disant espace international. Oui, c'est une question, plusieurs boîtes. Alors, la question de l'espace du champ est très compliquée. Alors déjà, les champs sont très différents. On a plusieurs fois parlé que même la notion de champ de Bourdieu était basée sur l'observation qu'il pouvait avoir sur le champ français. Paris au centre, la province, on s'en fout. En Allemagne, j'ai dû me casser le crâne parce que j'étais très ignorant à retracer tous les centres. C'est très éparpillé et donc les conflits sont beaucoup plus compliqués en Allemagne.
Même chose en Italie, pour les peu d'exemples que je peux porter entre le nord et le sud. Le nord, plutôt Milan, Turin, où il y a plutôt des succès des écoles, disons, mal dit, positivistes, Enriquez et compagnie. Le sud, lié à une tradition hegelienne, néo-hegelienne, donc il y a des conflits internes. Et donc tout change et fonctionne de manière différente, d'autant plus que l'Italie, à l'époque, avait 40 ans même pas 40 ans de vie. Et donc, les gens, évidemment, parlaient la même langue, mais tout était assez compliqué. Donc, difficile à établir, mais effectivement, et aussi, on est bien d'accord qu'effectivement, l'image que j'avais utilisée, c'était dans les congrès, on joue au squash, c'est-à-dire l'adversaire qui est là, moi je tire la balle, mais je m'en fous de lui. Enfin, je veux gagner contre celui qui voudrait avoir le poste à la Sorbonne ou je ne sais pas où. Donc, il y a ce côté-là après, c'est les clusters qui sont en compétition, mais toujours sur l'échelle nationale. Peut-être on peut être contre un cluster dans un autre pays parce qu'il a des liens avec un cluster avec lequel on est en compétition dans l'espace national. Évidemment, les nombres, c'est pas big science, mais ça commence à être big philosophy au fur et à mesure qu'on arrive à la Deuxième Guerre. Mais bon, c'est pas des milliers de postes, milliers de gens stables. C'est sur quoi je vais travailler, c'était la vieille notion que, en regardant un peu l'état des sciences sociales et historiques en ce moment et critiquer, je ne vois pas pour quelle raison, c'est centre-périphérie. Centre-périphérie, je ne vois pas pourquoi on doit critiquer ça. Évidemment, centre-périphérie par rapport à une discipline. Il y a une discipline qui est au centre. Par exemple, si on pense à la France, là, jusqu'aux années 30 du 18e, la médecine, en médecine, la France est encore au centre. Après, 30 ans après, avec Helmholtz, Müller, plein de savants, elle passe en deuxième ou troisième rang, même après l'Angleterre. Donc ça, on peut le pister, mais bon, disons, les données quantitatives, je pense que pourrait juste leur donner raison aux intuitions. Il y a des vieux essais sur cela, je ne me rappelle plus, j'avais trouvé un d'un vieux sociologue des années 63-64. Il montre très bien comment les centres se déplacent. Edward Shields a écrit sur Center and Periphery. Peut-être c'est lui. Moi, je vais te laisser. Et là, c'est très clair. On a l'impression que c'est très naïf, mais ça marche. Il y a un centre et une périphérie. Après, il faudrait voir dans le champ, il y a évidemment cette idée qu'on discute avec des adversaires dans la même langue, pour des mêmes objectifs. Il n'y a pas la même circulation aussi des savants dans le monde. Il y a des très, très rares Français ou Allemands qui enseignent ailleurs que dans leur pays. C'est ça aussi que j'essaie de quand je cherche des attributs parmi les propriétés, c'est aussi est-ce que ces gens ont mis leur pied à l'étranger? Est-ce qu'ils trouvent un job? Par exemple, en Suisse, il y a une circulation, c'est une plaque tournante, ça marche à la fois avec la France et avec l'Allemagne. Entre France et Allemagne, niet, au moins un philo, évidemment. L'Italie vers la Suisse, l'Italie, donc il faudrait déboîter ça aussi pour voir de quelle manière les gens circulent. Mais si on peut dire c'est un champ, mais ça fonctionne de manière différente qu'un champ national. Ça, c'est l'impression que j'ai. Mais il n'y a pas de grande tradition, parce que dans la structure de champ, c'est un champ structuré, donc il y a un centre et une périphérie. Et il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, la façon de le mettre en évidence en périphérie, et même de le quantifier, c'est avec l'analyse des réseaux. On fait énormément sur plein de réseaux, avec l'évolution des revues. On voit très bien que les revues allemandes, par exemple, dans le champ de la musique, la structuration, c'était au début du siècle, ça dominé totalement par l'Allemagne. Dès les années 20, remonté la centralité au sens de la mesure de centralité, d'un indice qui est le degré de centralité, qui mesure exactement quantitativement le centre et la périphérie. Donc, avec la théorie des réseaux, la sociologie des réseaux, la méthode des réseaux, on donne un sens opérationnel à centre-périphérie. Donc, loin d'être dépassé centre et périphérie avec la méthode des réseaux,
reprend de l'utilité parce qu'on peut le définir opérationnellement au-delà de l'intuition qui est parfaitement juste. Il y a des gens à la périphérie qui n'ont pas d'influence sur la structure du champ. Et c'est pour ça qu'une hypothèse qu'on peut faire, c'est que dans les champs nationaux, qui a intérêt à dire je construis ce soi-disant champ international? Ça peut être des gens qui se servent de dire moi je suis à la périphérie, mais je saute l'étape et je vous montre que c'est pas vrai, que je ne suis pas à la périphérie parce que je suis pas le collègue international. Ah oui, les Français font ça, effectivement. Les Français ne sont pas périphériques, mais ils sont plus à périphérique que l'Allemagne et bah, ils se retrouvent avec des Italiens qui sont dans l'engouement parce qu'ils lisent le français mais ils lisent pas l'allemand et que devant le public, ils discutent, ils montrent de connaître Boutroux, Bergson, Meyerson et compagnie, tandis qu'ils ignorent les Allemands. Et donc la périphérie, comme tu as dit, se frangue de centre, s'habille avec les habits du centre. Et ça fonctionne dans le champ national. Merci beaucoup. Merci Giuseppe pour cette intervention. Merci Merci à pour vous. les questions en ligne. Et on termine maintenant.